Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette émission du soir sur votre chaîne New World Info. On va débuter avec le décryptage de l'actualité. Nous allons évoquer le Mali ce soir, le Mali où l'opposition continue de dénoncer les résultats du premier tour de la présidentielle. Des résultats qui, il faut le rappeler, donnaient le président sortant en tête avec un peu plus de 41% des suffrages contre 17,8% pour son principal challenger, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Ce mardi, à l'appel de 18 candidats, les Bamakois ont pris part à un meeting de dénonciation de la fraude et de défense de la démocratie. Pendant ce temps, l'Union européenne appelle à davantage de transparence de la part des autorités. On va évoquer le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Alors d'abord, à quoi joue l'opposition malienne? Elle joue son va-tout. Elle joue son va-tout dans un scrutin qu'on n'a pas souvent l'occasion d'organiser chaque année et dont la participation coûte extrêmement cher. D'abord, pour cautionner sa candidature, maintenant pour battre campagne. Ce n'est pas donné à n'importe qui. D'abord pour participer à une élection présidentielle. Et donc débourser toute cette fortune et se voir tricher à la fin. Ça fait un peu frustrant. Donc l'opposition malienne est en train de jouer actuellement son va-tout. Elle hausse le ton pour mettre davantage de pression sur le régime de IBK pour qu'il y ait un peu plus de transparence dans l'organisation du scrutin qui est en cours actuellement. Alors, est-ce qu'elle le fait dans l'optique que les résultats soient invalidés? Je ne pense pas. Ce n'est pas l'idée première. Sinon, elle l'aurait dit déjà. C'est vrai qu'il y a plusieurs candidats qui ont déjà déposé leur recours auprès de la Cour constitutionnelle malienne. Mais à ce stade, aucun des candidats n'a dit qu'il faut invalider l'élection. Mais je pense que même si les réclamations lors de ce premier tour ne vont pas pratiquement donner grand-chose. Cette pression-là que l'opposition est en train de mettre, c'est peut-être en vue du second tour pour que les pratiques qu'on dénonce, les votes à ciel ouvert, la distribution des cartes d'électeurs pour des personnes qui n'étaient pas censées voter, pour des gens qu'on n'a pas identifiés comme maliens, et des doublons sur les listes électorales. Et donc aujourd'hui, on a donné des cartes, des défunts à des personnes de voter à leur place, mais ce qui ne devrait pas. On a vu quelques observateurs également soulever des points qui n'ont pas bien marché lors de ce premier tour. Donc c'est mettre davantage de pression sur le régime. Déjà que l'organisation est organisée en premier ressort par le ministère malien de l'Intérieur, ça pose véritablement un problème d'indépendance et de transparence dans le scrutin. Donc c'est mettre la pression pour que lors lors du second tour, il n'y ait plus de ces fêtes-là pour que les résultats définitifs qui seront proclamés soient des résultats qui reflèteraient la réalité. Alors, jusque-là, l'opposition semble dire qu'il y a eu des fraudes massives lors du premier tour, mais personne n'affirme clairement être arrivé en tête avant IBK en tout cas. Non, et même la proportion des résultats, personne ne peut dire que même s'il y a eu fraude et qu'on enlevait les voix des fraudes sur le score qu'a obtenu le président malien au premier tour, il pourrait le dépasser ou même l'égaler. Déjà qu'il y avait trop de candidatures face à un candidat unique donc de la majorité au pouvoir, ça posait véritablement un problème. Si c'était un scrutin en un seul tour, le président malien, donc le président sortant aurait gagné. Mais à ce jour, ce qu'il dénonce, c'est que s'il y a eu cette proportion-là, un peu trop importante, un peu trop importante, autant pour moi, aux yeux de l'opposition, c'est parce qu'il y a eu de ces fraudes-là et de ces dérives dans la conduite des opérations électorales et qu'il fallait régler ici et maintenant. Donc la balle est dans le camp de la Cour constitutionnelle qui devrait réajuster les scores avant le second tour. Et cette fois, le président malien pourrait regretter
n'avoir pas gagné au premier tour, comme on dit d'habitude au coup KO, il pourrait regretter parce que derrière, même dans sa contestation actuelle, l'opposition malienne est en train de s'organiser. On a parlé d'un front républicain donc face à Boubacar Keïta. Donc ça s'annonce un peu plus compliqué au deuxième tour. Et donc si l'opposition est en train de hausser le ton, c'est de mettre la pression sur le régime pour que les choses s'organisent de façon un peu plus claire, pour que s'il y a possibilité que l'opposition remporte le scrutin face au président Ibeka. Est-ce qu'il n'était pas quand même un peu surprenant de s'attendre à ce que dans le Mali, du contexte actuel, qu'on ait des élections parfaites? Oui, je pense que tout le monde a conscience de cela. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'opposition ne demande pas clairement et officiellement aux institutions d'invalider le scrutin, mais dénonce plutôt des fraudes et appelle donc à l'amélioration du processus électoral. Même les partenaires qui commencent pas à s'exprimer, notamment l'Union européenne, dans ce cadre-là, n'a pas demandé qu'on invalide, mais également demande aux autorités d'œuvrer pour que le scrutin soit beaucoup plus transparent. On a dit que le Mali connaît une situation difficile depuis 2011, avec l'effondrement de l'État libyen et la ruée des groupes terroristes dans le nord du pays. Donc aujourd'hui, il est difficile pour l'État malien de s'implanter et d'organiser le scrutin en bonne et due forme. Mais qu'à cela ne tienne, il fallait quand même organiser une élection et tous les acteurs sont conscients de cet enjeu-là et ils sont en train de travailler dessus. Mais si au nord, les choses peuvent se passer, si à des endroits qui semblent être compliqués, les choses se passent plutôt mieux et que des endroits faciles d'accès, les choses se passent mal et c'est plutôt ce qui choque davantage l'opposition et surtout les candidats. Et il fallait que le pouvoir malien œuvre dans ce sens pour que le scrutin soit ouvert à ceux qui sont censés voter, ceux qui sont inscrits d'abord sur les listes et ceux qui disposent des cartes d'électeurs qui doivent voter, qui s'expriment dans ce sens-là. Il ne sert à rien d'organiser des bourrages d'urnes pour faire passer le président sortant. Ça va créer une autre crise, en plus de la crise difficile, la guerre que connaît actuellement le Mali. Est-ce que s'il y a quand même dans le contexte du Mali un coupable, ce n'est pas l'opposition elle-même qui déjà, on se rappelle, avant le premier tour avait commencé par sortir la question de fichier et par craindre des élections frauduleuses, mais a maintenu sa candidature quand même? Non, comme je le dis, en même temps c'est difficile. On peut penser que l'opposition est fautive en allant à l'élection, mais en même temps c'est compliqué que de laisser le président être le seul candidat à sa propre succession. On va organiser les élections, il sera déclaré gagnant avec un score à la soviétique, la Cour constitutionnelle constatera qu'il a gagné et il va rempiler de façon facile. Ce sera beaucoup trop facile, mais l'opposition, dans cette démarche-là qu'elle avait entreprise en dénonçant le mauvais état du fichier électoral et a demandé donc qu'on auditionne le fichier, à mon sens, le pouvoir aurait pu accéder beaucoup trop tôt à cette demande-là pour que le fichier électoral soit véritablement audité de fond en comble. Et s'il fallait, donc enlever les doublons, enlever les morts, enlever les mineurs, pour que le fichier soit en état de pouvoir garantir la crédibilité du scrutin. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ça repose véritablement la question. On va dire plutôt que l'opposition a été un peu plus prévoyante, sauf qu'au Mali, le contexte est compliqué. Le scrutin est organisé par le ministère de l'Intérieur. On ne voit pas un ministre en train d'organiser, un ministre nommé par un président en train d'organiser une élection pour que le président qui l'a nommé est en train de perdre. C'est aussi ça, la complexité des réalités africaines. Peut-être que la révision du cadre électoral aurait pu prendre en compte l'indépendance de la commission électorale, électorale nationale et la rendre plutôt indépendante pour qu'elle soit l'organisateur et c'est l'entité qui supervise même l'élection, et le ministère de l'Intérieur aurait pu venir juste en appui et que la Cour constitutionnelle soit celle qui valide l'élection en dernier ressort. Ça n'a pas été le cas. Le ministère organise avec la CENI qui déploie juste
le matériel électoral, et on a vu d'ailleurs, c'est le ministre qui a proclamé les résultats provisoires. Donc, dans ce contexte, ça paraît un peu plus compliqué, mais en même temps, l'opposition, à mon sens, ne devrait pas jouer à la politique de la chaise vide. De toute façon, en Afrique, ça n'a jamais rien réglé. Et si c'était en Occident, on pourrait constater quelque chose. Mais en Afrique, ça n'a jamais rien réglé, la politique de la chaise vide. On aurait pu créer à la crise. On pourrait mettre en place un gouvernement d'union de transition. Mais est-il que le président qui a été déclaré élu va continuer à être sur le fauteuil à gouverner? Donc, l'opposition fait bien déjà de participer. À mon sens, elle n'a encore rien perdu. Si elle s'organise bien avant dimanche, s'organise véritablement contre le candidat en face, elle pourrait créer la surprise si il y a eu report de voix. Ça veut dire que le président Ibeka arrive en tête au premier tour avec plus de 40%. Voilà, des voix. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour l'opposition si elle s'organise, retourne sur le terrain, et qu'il y a eu du report de voix sur le chef de file de l'opposition qui est arrivé donc en tête en ce qui concerne les candidats de l'opposition. L'opposition peut créer la surprise si elle s'organise véritablement, à moins que les égos ne prennent encore le dessus sur la volonté de l'union et du front qu'on cherche à constituer. Alors, est-ce que déjà cette union sacrée derrière Soumaïla Cissé est gagnée? Ça devrait l'être. Ça devrait l'être parce que je pense que Ibeka a fait trop de mécontents. On a vu plusieurs de ses anciens ministres qui ont candidaté contre lui. Je ne les vois pas logiquement le soutenir au second tour. Donc, ça va de soi que ces candidats-là, ces anciens ministres qui ont candidaté contre Ibeka et qui d'ailleurs font partie du collectif qui dénonce déjà les fraudes et les résultats, soutiennent le président Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Ça ne devrait pas poser débat parce que c'est lui qui est arrivé en tête au niveau des autres candidats qui devraient normalement le soutenir. Sauf que nous sommes en Afrique. D'ici là, beaucoup d'eau peut encore couler sous le pont. Didier Assogba, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci. On va marquer maintenant une courte pause pour retrouver après l'invité de ce jour.